En annonçant ma grossesse à l'anniversaire de ma mère, mon père m'a rejeté et déshérité. Sans un mot, j'ai laissé mon cadeau et je suis parti. En ouvrant la boîte, ils m'ont appelé pour retirer leurs paroles, mais c'était trop tard. Je m'appelle Camille Dubois, j'ai 29 ans. Je suis arrivé à la fête d'anniversaire de ma mère pleine d'espoir. L'espoir de trouver de la chaleur. Peut-être même une chance de finalement guérir les blessures qui avaient marqué notre famille depuis des années. Mais au lieu de la bienveillance, j'ai été frappé par quelque chose de bien pire qu'une gifle. C'est venu sous la forme de mots, vifs et tranchants, destinés à me briser. Mon père s'est levé, sa voix, glaciale et lourde d'une finalité qui a résonné dans la pièce bondée. Je ne veux ni de toi ni de cet enfant non désiré dans cette famille. Tu es morte à mes yeux et déshéritée. La pièce s'est figée. Le silence a envahi l'air tandis que tous les regards se tournaient vers moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement soutenu leur regard, mon cœur battant comme un tambour, et j'ai fait un choix. Sans dire un mot, j'ai posé mon cadeau sur la table et j'ai quitté la fête. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est illuminé d'appels incessants. Les mêmes personnes qui m'avaient rejeté semblaient maintenant affolées, leur voix tremblante, me suppliant de revenir. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai répondu une seule fois, et avec 2 mots simples, j'ai mis fin à tout. Trop tard. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais plus la faible, plus la fille qu'ils pensaient pouvoir briser. Partir n'était pas une défaite. C'était la liberté. C'était choisir enfin ma propre personne face à leur cruauté. Il y a 2 ans, ma vie à Lyon semblait pleine de promesses. J'avais 27 ans, je m'épanouissais en tant qu'organisatrice d'événements, orchestrant des mariages et des galas avec un talent pour transformer le chaos en élégance. Mes journées étaient rythmées par les appels aux fournisseurs, les visites de lieux et les réunions avec les clients. Mais j'adorais cette effervescence. Un soir de printemps, lors d'une collecte de fonds caritative que j'avais organisée pour la banque alimentaire locale, j'ai rencontré Léo. C'était un chef indépendant qui servait des mini-burgers gourmands avec une assurance tranquille qui a attiré mon attention. Nous nous sommes tout de suite entendus, partageant un amour pour le jazz nocturne et les mauvais jeux de mots, échangeant nos histoires jusqu'à la fin de l'événement. À la fin de la soirée, il avait griffonné son numéro sur une serviette, et je savais que c'était différent. Léo n'était pas comme les hommes bien établis que mes parents, Jean-Pierre, un avocat à la retraite, et Catherine, qui dirigeait une petite agence immobilière, voulaient pour moi. Ils avaient des attentes claires, un mari avec un poste de direction, pas un chef enchaînant les contrats. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais leur sourire crispé et leurs questions pointues sur les perspectives de carrière de Léo en disaient long. Ma sœur cadette, Chloé, n'était guère mieux. À 24 ans, elle poursuivait une carrière d'architecte d'intérieur indépendante, mais considérait le parcours de Léo comme instable. Leur jugement me blessait, mais je l'ignorais. Léo me faisait rire, manquerait d'une manière qu'il n'aurait jamais pu comprendre. Ce qui me maintenait stable, c'était le souvenir de mon grand-père. Il était décédé quand j'avais 16 ans, mais ses leçons étaient restées. C'était un homme qui s'était fait tout seul, commençant comme menuisier avant de bâtir une petite entreprise de construction. Il me faisait asseoir sur ses genoux et me racontait des histoires de courage et d'indépendance, en disant « Camille, ne laisse jamais personne définir ta valeur. » Un été, quand j'avais 12 ans, nous avions construit un nichoir ensemble dans son atelier de jardin. Pendant que nous poncions le bois, il avait fait allusion à un grand cadeau pour le jour où je fonderai ma propre famille. Il sera là quand tu en auras le plus besoin, avait-il dit, les yeux pétillants. Je n'ai pas insisté, pensant que ce n'était qu'une de ses promesses énigmatiques. Mais ces mots sont restés, comme une encre silencieuse dans mon cœur. Mes parents, cependant, voyaient mes choix comme une rébellion. Quand j'ai amené Léo à un dîner de famille 6 mois après notre rencontre, l'air était lourd de tension. Mon père l'a cuisiné sur ses revenus, ses projets, son manque de stabilité. Ma mère a ajouté son grain de sel, suggérant que je rencontre le fils de son ami, un comptable prometteur. Chloé a ricané, marmonnant que les chefs ne réussissent jamais vraiment. Léo est resté poli, me serrant la main sous la table, mais je pouvais voir la blessure dans ses yeux. Je l'ai défendu, en disant qu'il construisait quelque chose de réel, tout comme moi. Mon père a ricané, réel ? Tu gâches ton avenir. Cette nuit-là, allongé, éveillé, je me suis remémoré les paroles de mon grand-père.
Il avait toujours cru en moi, contrairement à ma famille et à son besoin constant de tout contrôler. Son histoire de grand cadeau me semblait plus significative maintenant, comme une pièce de puzzle que je ne pouvais pas encore placer. Je ne savais pas ce que c'était, mais au fond de moi, je sentais que mes parents me cachaient quelque chose. Léo, ignorant leur manigance, est devenu mon refuge. Nous passions nos soirées à cuisiner ensemble, rêvant d'une vie libre de leur jugement. Au cours de l'année suivante, leur désapprobation n'a fait que s'accentuer. Ma mère qualifiait Léo de « passade », m'incitant à viser plus haut. Chloé m'envoyait des articles sur les carrières fiables, insinuant que Léo n'était pas suffisant. Mon père a même suggéré que je revienne vivre à la maison pour repenser mes priorités. Leurs paroles étaient à l'opposé de la sagesse de mon grand-père. Il m'avait appris à tracer ma propre voie, à valoriser le cœur plutôt que le statut. Je m'y suis accroché, même si leur pression s'intensifiait. Léo et moi étions ensemble depuis 1 an, et leur désapprobation de sa carrière de chef indépendant s'était encore accentuée. Mes parents ne manquaient jamais une occasion de critiquer. Lors d'un barbecue familial, mon père a coincé Léo, le ton mordant, toujours à courir après les contrats de traiteur. « Il te faut un vrai plan », a ajouté ma mère. Camille mérite quelqu'un d'ambitieux. Chloé a ricané, me chuchotant, il est amusant, mais il ne brasse pas d'argent. J'ai riposté en disant, Léo construit une vie que nous aimons. Leurs roulements d'yeux m'ont dit qu'ils s'en fichaient. Un soir d'octobre, Léo a changé mon monde. Dans son appartement confortable, autour d'un dîner de son risotto signature, il s'est agenouillé, tenant une bague en argent pour laquelle il avait économisé pendant des mois. « Camille, tu es tout pour moi », a-t-il dit, les yeux brillants. « Veux-tu m'épouser ?» J'ai hoché la tête, les larmes coulant, et nous avons passé la nuit à planifier un mariage simple, rêvant d'un avenir libre de leurs attentes. Mais partager la nouvelle avec ma famille était un obstacle que je redoutais. Je les ai invités à dîner dans notre restaurant italien préféré, espérant les y préparer en douceur. Quand j'ai montré la bague, le visage de ma mère s'est assombri. « C'est de l'inconscience, Camille », a-t-elle lâché. « Il ne peut pas subvenir aux besoins d'une famille. » Mon père s'est penché, la voix froide. « Tu gâches ton potentiel avec un rêveur. » Chloé a ricané. « Tu choisis un moins que rien plutôt que la stabilité. » J'ai serré la main de Léo, ma voix ferme. « Je le choisis parce qu'il est vrai. » Leur silence était plus blessant que leurs mots. Leurs attaques n'ont pas cessé. Ma mère m'a envoyé par email les CV d'hommes, meilleurs, médecins, cadres. Mon père a appelé pour m'avertir que je regretterais de m'être lié à un échec. Chloé m'a envoyé des textos sarcastiques sur les revenus instables de Léo. Je me suis accroché aux leçons d'indépendance de mon grand-père, mais leur jugement incessant m'a ébranlé, me faisant me demander si je pourrais leur tenir tête éternellement. Puis, un matin tranquille a tout changé. Un test de grossesse a affiché 2 barres. Je l'ai dit à Léo en premier, et sa joie a été électrique, ses bras m'enveloppant dans un avenir que nous allions construire ensemble. Nous avons décidé de garder ça pour nous pour l'instant, savourant le secret pendant que nous planifions nos prochaines étapes. J'espérais que cette nouvelle pourrait combler le fossé avec ma famille, mais je n'étais pas encore prête à leur dire. Pas après leur venin. Quelques jours plus tard, une rencontre fortuite a de nouveau bouleversé mon monde. J'ai croisé maître Arnaud Lefebvre, l'avocat de mon grand-père, dans un café du centre-ville. Il avait toujours été gentil, mais aujourd'hui, ses yeux trahissaient une certaine inquiétude. « Camille », a-t-il dit prudemment. « Votre grand-père vous a laissé un fonds en fiducie, destiné au moment où vous fonderiez une famille. Vos parents le contrôlent, mais ils n'ont pas été honnêtes. » Mon cœur s'est emballé. Le « grand cadeau » qu'il avait mentionné quand j'avais 12 ans n'était pas juste une histoire. « Pourquoi me le dire maintenant ?» ai-je demandé. Il a froncé les sourcils. « J'ai vu comment il vous traite. Vous méritez de savoir. » J'ai quitté le café, l'esprit en ébullition. J'ai sondé le terrain avec ma mère, lui demandant si elle était au courant d'un quelconque héritage. Elle a esquivé, disant « Ne cours pas après de vieux rêves. » Mon père a été bref. « Concentre-toi sur ta vie, pas sur des fantasmes. » Le rire nerveux de Chloé quand je lui ai posé la question a confirmé mes soupçons. Il cachait quelque chose. Une fiducie, une fortune, peut-être mon avenir. Je n'avais pas encore de preuves, mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler.
Je ne me battais plus seulement pour Léo ou nos rêves. Je me battais pour ce qui m'appartenait. Ce matin-là, la vérité sur l'héritage de mon grand-père a tout changé. J'étais assise en face de Maître Lefebvre dans son bureau austère du centre de Lyon, le poids de ses mots s'installant comme une pierre dans ma poitrine. Votre grand-père vous a laissé un fonds en fiducie d'1 million d'euros, a-t-il dit, son ton grave mais stable. Il s'active lorsque vous avez un enfant, mais vos parents le contrôlent depuis sa mort. Mon souffle s'est coupé, le souvenir de son grand cadeau d'enfance revenant en force, non pas un fantasme d'enfant, mais une vérité cachée. Pourquoi me le dire maintenant, ai-je demandé, ma voix tremblante. Maître Lefebvre s'est penché en avant, ses yeux bienveillants mais résolus. Vous fondez une famille, Camille. C'est votre droit de savoir ce qu'ils vous ont caché. J'ai quitté son bureau, l'esprit tourmenté par la trahison, la colère et une détermination féroce à affronter mes parents ce soir, à la fête d'anniversaire de ma mère. Tout l'après-midi, j'ai lutté avec mes émotions. Le secret de ma grossesse, partagé uniquement avec Léo, semblait être un espoir fragile face à leur désapprobation incessante de nos fiançailles. Je voulais croire que l'annonce de notre enfant pourrait adoucir leur cœur, combler le gouffre entre nous. Mais la révélation de Maître Lefebvre avait changé quelque chose de plus profond. Mes parents ne rejetaient pas seulement Léo. Ils gardaient une fortune qui m'était destinée, contrôlant mon avenir. Dans mon appartement, j'ai préparé un petit cadeau, un paquet soigneusement emballé qui contenait mon défi. Je ne savais pas si j'aurais la force de le laisser, mais cela semblait être un pas vers la reconquête de ma vie. À la tombée de la nuit, Léo et moi sommes arrivés à la grande maison de mes parents, le jardin scintillant de guirlandes lumineuses accrochées au grand pin. Des tables drapées de nappes blanches gémissaient sous les plateaux d'argent de canapé et les flûtes de champagne, l'air vibrant du bavardage des invités en costume sur mesure et robes chatoyantes. Ma mère se tenait au centre, radieuse dans une robe bleu nuit, son sourire un masque poli alors qu'elle acceptait les compliments. Mon père se tenait à proximité, sa présence imposante attirant les regards, son regard s'aiguisant lorsqu'il s'est posé sur moi. Chloé se faufilait dans la foule, son rire éclatant, mais ses yeux froids en se tournant vers Léo. Sa main dans la mienne était mon encre, sa force tranquille calmant mon pouls accéléré. La fête battait son plein, mais la tension montait en moi. J'attendais le bon moment, mes doigts effleurant le cadeau dans mon sac, son poids me rappelant la limite que j'étais sur le point de tracer. Pendant une accalmie, alors que l'orchestre faisait une pause et que les vers se taisaient, je suis monté sur une petite estrade, levant ma flûte. J'ai une annonce à faire, ai-je dit, ma voix claire malgré le nœud dans ma gorge. Léo et moi attendons un bébé. Les mots portaient mon espoir, fragile mais provocateur, dans la nuit. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le sourire de ma mère s'est figé, ses yeux s'écarquillant de choc, puis se rétrécissant avec quelque chose de plus froid, la désapprobation. Le verre de Chloé s'est arrêté à mi-chemin, ses lèvres se retroussant en un rictus alors qu'elle marmonnait à un invité. Mon père s'est avancé, son visage un orage de fureur. Un enfant avec cet homme, a-t-il rugi, sa voix tranchant la foule. Tu n'es plus ma fille. Tu es hors de cette famille et déshéritée. Des hoquets de surprise ont éclaté, des chuchotements se propageant comme une traînée de poudre. La prise de Léo s'est resserrée, sa mâchoire contractée, mais je suis resté ferme. Leurs mots, une lame que j'avais déjà sentie mais que je refusais de me laisser briser. Leur rejet n'était pas nouveau, mais sa cruauté brute devant tout le monde mettait à nu leur besoin de contrôle. Le fonds en fiducie, leurs mensonges, leur pouvoir sur mon avenir. Tout s'est mis en place. Les leçons de force de mon grand-père ont déferlé en moi, noyant leur venin. Je ne me battais plus seulement pour Léo ou notre enfant. Je me battais pour mon propre héritage. Ma main a trouvé le cadeau dans mon sac, une petite boîte en velours emballée avec intention. Je l'avais préparée cet après-midi-là, nourrie par des années de leur tromperie, une déclaration silencieuse que je n'étais pas prête à exprimer à voix haute, mais que je ne pouvais plus garder pour moi. Je me suis dirigé vers la table des cadeaux, la foule s'écartant comme la mer, leurs yeux lourds de curiosité et de jugement. Le regard furieux de mon père me brûlait, mais je l'ai soutenu sans broncher. J'ai posé la boîte, son bruit sourd plus fort que la musique à mes oreilles. Joyeux anniversaire, maman, ai-je dit, ma voix stable, teintée d'acier. Les mots étaient pour moi, une rupture de leur emprise. Je me suis retourné, j'ai pris le bras de Léo et je suis sorti, l'air de la nuit vif contre ma peau. Chaque pas alimentait ma résolution, un feu attisé par leur trahison et la vérité de mon grand-père.
Alors que nous atteignions la voiture, les lumières de la fête s'estompaient derrière nous, le bourdonnement des voix reprenant comme si rien n'avait changé. Mais moi, j'avais changé. Le cadeau n'était pas juste un geste. C'était ma prise de position, une promesse à moi-même et à mon enfant à naître. Je ne savais pas comment il réagirait en l'ouvrant. Mais je savais que j'étais prête à tout ce qui allait suivre. Nous avons roulé dans l'obscurité, mon cœur stable avec la force que je commençais à peine à revendiquer. 1 heure après mon départ, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. L'écran s'est illuminé d'appels manqués et de SMS, le nom de mon père clignotant à plusieurs reprises. Je les ai ignorés, mes doigts tremblants alors que je serrais le volant, le poids de la boîte en velours que j'avais laissé derrière moi persistant dans mon esprit. Léo a tendu la main, la sienne stable sur la mienne. « Tu as fait ce que tu devais faire », a-t-il dit doucement. Mais la tempête ne faisait que commencer. Chez mes parents, la fête s'était délitée. Une voisine, Madame Martin, m'a raconté plus tard qu'elle avait vu mon père et ma mère se précipiter vers la table des cadeaux après mon départ, leur visage pâle alors qu'ils déchiraient la petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait la bague de famille de mon grand-père, son or brillant sous les guirlandes lumineuses, et une lettre pliée de mon écriture. La note était brève mais percutante. Je connais l'existence du fonds en fiducie à 1 million d'euros et les 500 000 euros que vous avez déjà pris. Leurs mains tremblaient en la lisant, le bavardage de la foule s'estompant alors que leur panique devenait impossible à cacher. Madame Martin a entendu ma mère halter, comment le sait-elle, tandis que mon père marmonnait, ça ne doit pas s'ébruiter. Leurs appels sont devenus rapides et frénétiques, mon téléphone vibrant sous la voix de mon père, son ton passant de la colère au désespoir. « Camille, nous devons parler », a-t-il plaidé dans un message vocal. C'est un malentendu. Le message de ma mère était plus doux, presque larmoyant. « S'il te plaît, reviens. Nous pouvons arranger ça. » J'ai regardé l'écran, leurs mots sonnant creux face à des années de leur contrôle et de leurs mensonges. J'ai tapé une seule réponse à tous les deux. Trop tard. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux, ma résolution se durcissant. Léo m'a regardé, ses yeux fiers mais inquiets. Ils vont se déchaîner, m'a-t-il prévenu. J'ai hoché la tête, sachant qu'il avait raison. Le lendemain matin, la riposte a frappé. Ma meilleure amie Sophie m'a appelé à l'aube, la voix pressante. « Camille, tu dois voir ça », a-t-elle dit, m'envoyant des captures d'écran d'un groupe de quartier sur les réseaux sociaux. Mes parents avaient publié un message cinglant, me dépeignant comme une fille avide et ingrate qui les avait trahis pour de l'argent. Camille a exigé le fonds en fiducie de son grand-père, tournant le dos à sa famille, disait le message. Ma mère a ajouté un commentaire, elle a toujours été égoïste, courant après la richesse plutôt que la loyauté. Chloé a renchéri, me qualifiant de honte qui nous avait abandonnés. Les publications se sont répandues comme une traînée de poudre. Voisins et inconnus y sont allés de leur propre jugement. Comment a-t-elle pu faire ça à ses parents, a écrit quelqu'un. Gamine pourri gâtée, a ricané un autre. J'ai parcouru le vitriol, ma poitrine se serrant. La voix de Sophie a percé ma torpeur. Il manque pour sauver la face, a-t-elle dit. Tous les invités à la fête ont vu l'explosion de ton père. Ils savent qu'il t'a renié en premier. Madame Martin avait apparemment fait passer le mot, chuchotant aux voisins la panique de mes parents lorsqu'ils avaient ouvert le cadeau. Un autre invité, Monsieur Lambert, a dit à Sophie qu'il avait vu mon père fourrer la lettre dans sa poche, le visage rouge de fureur. La vérité commençait à filtrer, mais l'attaque en ligne faisait mal, chaque mot une nouvelle blessure. Je voulais riposter, exposer leur vol de la moitié du fond, mais Léo m'a conseillé la prudence. Ils creusent leur propre tombe, a-t-il dit en me serrant contre lui. Laisse la vérité faire son travail. Sophie était d'accord, promettant de garder un œil sur les ragots et de rallier nos amis. Elle avait déjà envoyé des textos à quelques voisins, leur rappelant l'habitude de contrôle de mes parents, comment ils m'avaient poussé à épouser quelqu'un, digne de leur statut, comment ils avaient méprisé les rêves de Léo. Ces paroles gagnaient du terrain, un petit contre-courant à leurs mensonges. Le soir, la tempête en ligne s'était intensifiée. Mes parents ont redoublé d'efforts, publiant à nouveau sur ma déloyauté et affirmant que j'avais fabriqué l'histoire du fonds pour les salir. L'ironie était cinglante. C'étaient eux qui avaient caché l'héritage de mon grand-père, siphonnant 500 000 euros pour leur propre usage. J'ai pensé à l'avertissement de Maître Lefebvre sur leur contrôle, et l'accusation brutale de ma lettre m'a semblé être la première fissure dans leur façade.
Je ne regrettais pas de l'avoir laissé, mais je ne m'attendais pas à cette vengeance vicieuse. Assise sur notre canapé, j'ai senti le poids de leur trahison s'installer plus profondément. Mais avec Léo à mes côtés et le soutien féroce de Sophie, je n'étais pas seul. Les chuchotements des voisins, les témoins de la fête, la vérité dans cette lettre, tout cela construisait quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Je n'étais pas la fille avide qu'ils dépeignaient. Je me battais pour mon enfant, mon avenir, et l'héritage qu'ils avaient essayé de voler. En posant mon téléphone, une nouvelle force a pris racine, prête à affronter tout ce qu'ils me lanceraient ensuite. 6 mois plus tard, ma vie avait pris une nouvelle forme. Léa, notre fille, est venue au monde par un matin frais de mars, ses petits cris remplissant notre petit appartement lyonnais d'une joie que je n'avais jamais connue. Léo était à mes côtés, ses yeux brillants de fierté alors qu'il la tenait, lui chuchotant des promesses d'un avenir que nous construirions ensemble. La douleur de la trahison de ma famille, Jean-Pierre, Catherine et Chloé, persistait encore, leurs attaques vicieuses sur les réseaux sociaux une cicatrice fraîche. Mais dans le visage de Léa, je voyais une raison de continuer à me battre, pas seulement pour nous, mais pour l'héritage qu'ils avaient tenté de me voler. La famille de Léo est devenue notre ancre. Sa mère, Hélène, est arrivée avec des plats faits maison, ses étreintes chaleureuses un baume contre la froideur de mes propres parents. Son père, Philippe, passait les week-ends à réparer nos meubles qui grinçaient, sa force tranquille un rappel de ce que la famille pouvait être. Julien, le frère cadet de Léo, apportait le rire, jouant à cache-cache avec Léa et nous taquinant sur notre chambre de bébé encombrée. Leur soutien nous a enveloppés dans une sécurité que je n'avais pas ressentie depuis l'époque de mon grand-père, me donnant le courage d'affronter la bataille à venir. J'avais engagé une avocate, maître Valérie Moreau, une femme au regard perçant, réputée pour s'attaquer aux cas difficiles. Sophie me l'avait recommandée, louant sa ténacité après l'avoir vue gagner un litige pour un ami commun. Dans son élégant bureau du centre-ville, Valérie a exposé la vérité sur le fond en fiducie. Vos parents ont retiré 500 000 €, a-t-elle dit en faisant glisser des documents sur son bureau. Le fonds initial d'1 million d'euros vous était destiné à la naissance de votre enfant, mais ils en ont siphonné la moitié, prétextant des frais de gestion. C'est illégal. Mon estomac s'est noué. Leur cupidité est allée en noir sur blanc. La voix de Valérie était ferme. Nous pouvons les poursuivre en justice pour le récupérer, Camille. C'est votre droit. La décision n'a pas été facile. Poursuivre mes parents signifiait étaler la laideur de notre famille devant un tribunal, exposer leurs mensonges au monde entier. Mais la fiducie était l'avenir de Léa, le cadeau de mon grand-père pour nous, et je ne pouvais pas laisser leur vol impuni. Sophie, toujours mon roc, s'est assise avec moi autour d'un café, m'encourageant à aller de l'avant. Ils t'ont déjà sali en ligne, a-t-elle dit, les yeux féroces. C'est ta chance de rétablir la vérité. Léo a hoché la tête, berçant Léa. Nous sommes avec toi, quoi qu'il arrive, a-t-il dit. Leur confiance m'a stabilisé, me poussant vers un choix que je savais devoir faire. Une semaine plus tard, Jean-Pierre a pris contact, non pas directement, mais par l'intermédiaire de Valérie. Il avait appelé son cabinet, sa voix dégoulinant d'indignation, affirmant que j'étais cupide de vouloir la fiducie. Camille déchire cette famille pour de l'argent, lui a-t-il dit, m'accusant d'ingratitude et de trahison. Valérie l'a rembarré, son ton glacial. Votre fille défend l'avenir de son enfant, a-t-elle dit. Vous avez enfreint la loi, monsieur Bernard. Il ne s'agit pas de cupidité. Il s'agit de justice. Quand elle m'a rapporté la conversation, j'ai ressenti une vague de gratitude. Valérie n'était pas seulement mon avocate. Elle était mon bouclier, déjouant leur manipulation avec une clarté que j'avais eu du mal à trouver. Les attaques en ligne n'avaient pas cessé. Mes parents et Chloé continuaient de publier leurs mots venimeux, me dépeignant comme une fille égoïste qui avait fabriqué des mensonges pour le profit. Les voisins qui avaient été témoins de la fête, Madame Martin et Monsieur Lambert, ont commencé à répliquer, partageant la vérité sur l'explosion de mon père et la révélation de la lettre. Mais le mal était fait. Mon nom était mêlé à leurs mensonges, et je savais qu'un procès allait encore plus agiter le nid de frelons. Pourtant, je ne pouvais pas reculer. Léa méritait mieux, et moi aussi. Tard un soir, alors que Léa dormait et que Léo travaillait sur une nouvelle recette dans notre cuisine, je me suis assise avec les documents de Valérie, les chiffres me fixant. 500 000 € volés, la moitié de ce que mon grand-père destinait à ma famille. J'ai pensé à ces histoires,
à sa conviction qu'il fallait tenir tête à ceux qui essaient de prendre ce qui vous appartient. Le procès ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de retrouver ma voix, ma dignité, après des années de leur contrôle. J'ai signé les papiers, ma main stable, et j'ai appelé Valérie le lendemain matin. Lancez la procédure, ai-je dit, la voix ferme. Je suis prête. Notre vie n'était pas parfaite, mais elle était à nous. L'entreprise de traiteur de Léo se développait, le soutien d'Hélène et Philippe était indéfectible, et les visites loufoques de Julien nous gardaient les pieds sur terre. Sophie prenait des nouvelles quotidiennement, s'est mise à jour sur l'évolution des opinions de la communauté me rappelant que la vérité gagnait lentement. Le procès se profilait, une étape intimidante dans un combat que je ne voulais pas mais que je ne pouvais éviter. En tenant Léa, sa petite main s'enroulant autour de mon doigt, j'ai senti un feu s'allumer. C'était pour elle, pour nous, pour l'héritage que mes parents pensaient pouvoir enterrer. 9 mois après la fête, j'ai fait face à mes parents au tribunal. La salle d'audience du palais de justice de Lyon était froide, ses boiseries polies et son atmosphère austère contrastant vivement avec le chaos de l'anniversaire de ma mère. J'étais assise à côté de Valérie, sa présence calme manquant alors que je regardais Jean-Pierre et Catherine de l'autre côté de la pièce. Leurs visages étaient tirés, leurs yeux évitant les miens, bien loin des figures imposantes qui m'avaient renié. Chloé était assise derrière eux, son expression indéchiffrable. Léo a serré ma main sous la table, sa chaleur constante me rappelant pourquoi j'étais là, pour Léa, pour notre avenir, pour la vérité. Valérie avait monté un dossier en béton. Elle a présenté les preuves du fonds en fiducie, 1 million d'euros qui m'étaient destinés quand j'aurais un enfant, et les 500 000 euros que mes parents avaient siphonnés. Relevé bancaire, email et le témoignage de Maître Lefebvre ont mis à nu leur vol, chaque document étant un clou dans le cercueil de leur défense. La juge, une femme sévère aux yeux perçants, a écouté Valérie détailler leurs frais de gestion, une excuse bancale pour leur cupidité. Les avocats de mes parents ont bafouillé, offrant de faibles dénégations, mais la vérité était indéniable. Quand le marteau est tombé, le jugement était clair. Jean-Pierre et Catherine devaient rembourser les 500 000 euros volés, plus les frais de justice, un coût financier écrasant. La victoire au tribunal n'était que la moitié de l'histoire. Valérie avait déterré leurs publications sur les réseaux sociaux, ces mensonges vicieux me qualifiant de cupide et d'ingrate, et les a soumises comme preuve de diffamation. La juge a été d'accord, ordonnant que les publications soient rendues publiques pour montrer leur malveillance. En quelques jours, la nouvelle s'est répandue dans la communauté très soudée de Lyon. Les voisins comme Madame Martin et Monsieur Lambert, qui avaient été témoins de la fête, ont partagé les conclusions du tribunal, leur chuchotement se transformant en un chœur. La réputation de mes parents, autrefois polie par la richesse et le statut, s'est effondrée. Les invitations au gala se sont taries et leurs postes au sein des conseils d'administration d'œuvres caritatives ont disparu. Les contacts professionnels de Jean-Pierre se sont éloignés et le cercle social de Catherine s'est réduit à une poignée de fidèles. Les retombées les ont durement frappés. Sophie, toujours vigilante, m'a envoyé des captures d'écran de forums locaux où d'anciens amis qualifiaient mes parents d'hypocrites, leurs mensonges exposés par le jugement du tribunal. Ils se donnaient de grands airs, mais ils ont volé leur propre fille, disait une publication. Un autre voisin a écrit « J'ai vu la rage de Jean-Pierre ce soir-là. Camille ne méritait pas ça. L'humiliation publique n'était pas mon but, mais cela ressemblait à une forme de justice, une réparation pour la douleur qu'ils avaient infligée. Léo et moi avons suivi les mises à jour, Léa dormant paisiblement dans son berceau, inconsciente de la tempête que son existence avait déclenchée. Puis est arrivée la lettre de Chloé. Elle est arrivée à notre appartement, son écriture tremblante sur l'enveloppe. Camille, commençait-elle. Je suis désolé pour tout. J'ai eu tort de me joindre à leurs attaques. Je veux rencontrer Léa, être sa tante. Ces mots étaient doux, un appel au pardon, mais ils sonnaient creux. Je me suis souvenu de ses ricanements à la fête, de ses commentaires cruels en ligne, de son silence quand j'avais besoin d'une sœur. J'ai montré la lettre à Léo, qui a froncé les sourcils. Elle n'est désolée que parce qu'ils ont perdu, a-t-il dit. Sophie, autour d'un café, a été plus directe. Elle essaie de se couvrir maintenant qu'ils sont exposés. Leurs mots faisaient écho à ce que je ressentais. Je n'étais pas prête à pardonner. Pas après la trahison. J'ai rencontré Chloé dans un café tranquille, Léa dans mes bras comme un rappel de ce qui comptait. Elle semblait plus petite, sa confiance habituelle envolée, ses yeux suppliants alors qu'elle parlait.
Je ne savais pas qu'ils avaient pris l'argent, a-t-elle dit, la voix brisée. S'il te plaît, laisse-moi faire partie de ta vie. J'ai pris une profonde inspiration, ma résolution inébranlable. Tu as choisi leur camp, Chloé, ai-je dit, mon ton ferme mais calme. Tu ne peux pas réécrire ça maintenant. Léa mérite mieux qu'une famille qui nous détruirait. Son visage s'est décomposé, mais je n'ai ressenti aucun regret. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de protéger ma fille, ma paix. En partant, je me suis sentie plus légère. Le procès avait restauré ce qui m'appartenait. Pas seulement l'argent, mais ma voix, ma force. La chute de mes parents n'était pas de mon fait. Ils avaient construit leur propre ruine avec des mensonges et de la cupidité. Hélène et Philippe, les parents de Léo, nous ont accueillis à la maison avec de chaleureux sourires. Julien jouait avec Léa pendant que nous partagions la nouvelle. Valérie a appelé plus tard, confirmant que les fonds seraient bientôt transférés, assez pour assurer l'avenir de Léa. Sophie a envoyé un texto, tu l'as fait. Ils ne peuvent plus t'atteindre maintenant. En tenant Léa, son petit rire remplissant notre maison, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Le passé était révolu, et ma famille Léo, Léa, et ceux qui nous soutenaient vraiment étaient tout ce dont j'avais besoin. 1 an après le procès, ma vie était tout ce pourquoi je m'étais battu. La maison est venue en premier. Elle n'était pas extravagante, mais elle était à nous, une maison en briques de 2 étages dans un quartier calme de Lyon. En parcourant les pièces vides avec Léo, j'imaginais le rire de Léa résonner dans le couloir et la lumière du soleil inonder la cuisine où il cuisinerait. Signer ces papiers signifiait plus que la propriété. Cela signifiait la libération des chaînes que mes parents avaient essayé de m'imposer. Léo a consacré son énergie à un rêve longtemps différé. Avec l'aide de la fiducie restaurée, il a ouvert, la table de Léo, un restaurant en centre-ville. Son menu mêlait réconfort et élégance, chaque plat élaboré avec soin. Je le regardais travailler dans la cuisine ouverte, la sueur sur son front et la joie dans son sourire, alors que les critiques louaient sa vision et que les clients revenaient semaine après semaine. Ce que Jean-Pierre avait autrefois qualifié d'instabilité était devenu un succès florissant. Ma carrière s'est épanouie en parallèle de la sienne. Au sein de mon agence, je suis passée directrice senior, chargée d'événements qui attiraient l'attention nationale. Mes collègues respectaient ma créativité et ma résilience, non pas en tant que fille de qui que ce soit, mais en tant que Camille Dubois, à part entière. Pour la première fois, je me sentais définie non pas par des ombres familiales, mais par les succès que j'avais bâtis moi-même. Léa était le centre de tout. Pour son premier anniversaire, elle trottinait à travers le salon, ses boucles rebondissant alors qu'elle attrapait le cheval à bascule fait main par Philippe ou riait des jeux idiots de Julien. Hélène remplissait notre congélateur de gratin et nos cœurs de chaleur. La famille de Léo nous a enveloppés dans le genre de soutien que je n'avais jamais connu, prouvant que la vraie famille est choisie par l'amour, non dictée par le sang. De l'autre côté de la ville, Jean-Pierre et Catherine se sont repliés dans l'isolement. Le jugement contre eux persistait. Les cercles sociaux qu'ils dominaient autrefois ne les accueillaient plus. Les invitations ont cessé d'arriver, les conseils d'administration ont tourné la page, et les murmures sur leur tromperie se sont répandus, discrètement mais fermement. Chloé est restée proche d'eux, bien que ses tentatives de me contacter ressemblaient plus à du regret qu'à de la repentance. Je n'ai pas répondu. Les limites, j'avais appris, protègent la paix. Il y a eu des moments où je me suis demandé si je devais pardonner, mais je me suis souvenu de la cruauté publique, du vol, des années de contrôle. Le pardon sans changement est une reddition. Léa méritait mieux que de grandir sous le poids de leur amertume. J'ai choisi à la place de construire un monde où l'amour était constant et la confiance inébranlable. Les leçons étaient claires. Le préjugé empoisonne. L'obsession de mes parents pour la richesse et le statut les a aveuglés sur la valeur de Léo et m'a presque coûté une vie de joie. Le mensonge corrode. Le vol du fonds en fiducie ne m'a pas seulement dérobé financièrement. Il a trahi le lien même que mon grand-père espérait laisser derrière lui. Pourtant, la vérité libère. En restant ferme dans mes valeurs, j'ai découvert que le bonheur n'est pas accordé par un nom de famille, mais gagné en vivant avec intégrité. Maintenant, le soir, Léo et moi nous asseyons sur la terrasse, regardant Léa courir après les lucioles dans le jardin. Nous parlons de l'avenir, de nouvelles recettes, de nouveaux événements, peut-être d'un deuxième restaurant un jour. Parfois, il me serre la main et murmure « On a réussi ». Et je sais qu'il a raison.
La promesse de mon grand-père n'a jamais été seulement une question d'argent. C'était une question de force, de ne jamais laisser les autres définir ma valeur. Je vois sa leçon dans chaque sourire de Léa, dans chaque assiette que Léo sert, dans chaque pas que je fais, libre du passé. Le bonheur, j'ai appris, se construit chaque jour en choisissant l'honnêteté plutôt que la tromperie, la compassion plutôt que le jugement, et le courage plutôt que le silence. C'est la vie pour laquelle je me suis battu, et c'est la vie que je protégerai.